préparation, les Jeux olympiques de Montréal peuvent enfin avoir lieu. Les principales épreuves, comme la natation et l'athlétisme, se dérouleront au Parc olympique et les autres vont se tenir à Montréal. Ces installations sont réparties dans un rayon de 10 km du village olympique. D'autres, de moins d'importance, telles les qualifications du football, se tiendront à l'extérieur de la ville, comme à Toronto et Sherbrooke. La cérémonie d'ouverture se déroule le 17 juillet 1976. 73 000 spectateurs sont réunis au stade pour assister à cet événement unique. Aussi, selon les chiffres officiels, environ 500 millions de personnes écoutent la cérémonie à la télévision à travers le monde entier. 6 084 athlètes sont présents, représentant 92 nations. La reine Élisabeth II est présente pour la cérémonie et c'est elle qui proclame l'ouverture officielle des Jeux olympiques. Deux athlètes, Stéphane Préfontaine et Sarah Henderson, portent la flamme et allument la vasque au centre du stade. Pierre Saint-Jean prononce le serment olympique au nom des athlètes et Maurice Forget au nom des juges et officiels. Les musiques et thèmes sont tirés du répertoire de l'artiste québécois André Mathieu. Plusieurs athlètes se sont illustrés au cours des Jeux olympiques de Montréal. Nadia Comaneci est l'athlète dont tout le monde se souvient des Jeux de 76. Cette jeune gymnaste roumaine est la première personne à obtenir une note parfaite aux Jeux olympiques en gymnastique. En tout, elle a remporté 5 médailles, dont 3 d'or. De plus, elle n'avait que 14 ans. Les gens sont éblouis de cet exploit. Voici ce qu'en pense Jean Drapeau. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais comment décrire ce moment. Plus tard cette année, elle remporte plusieurs récompenses, dont le titre de l'athlète de l'année de l'Associated Press et le titre du héros du travail socialiste en Roumanie. Les Jeux olympiques de 1976 se terminent le 1er août. Le gouverneur général du Canada et le président du CIO sont présents. Le président du CIO proclame la fermeture des Jeux. Le drapeau est alors abaissé et des athlètes amènent le drapeau à l'extérieur du stade. La flamme olympique s'éteint. C'est alors que l'annonceur présente l'endroit des prochains Jeux, soit Moscou. C'est sur cette note que la 21e édition des Jeux olympiques d'été prend fin. Vous savez que le stade a coûté une fortune au peuple québécois. Savez-vous à quel point cela a été un désastre comparé aux attentes? Évidemment, toutes ces dépenses n'ont pas été remboursées d'un seul coup. Il a fallu environ 30 ans pour rembourser la dette. On a fait preuve d'ingéniosité pour piocher dans les fosses de la populace. Voici deux sources de revenus très importantes. L'exploitation du stade et la taxe sur le tabac. Premièrement, René Lévesque impose une taxe sur le tabac en 1977. Cette taxe avait comme but de rembourser la dette rapidement, étant donné le fort taux de tabagisme dans la province à l'époque. Notre équipe a fait ses recherches, et voici un tableau démontrant la baisse de la consommation de la cigarette selon le niveau de scolarité après l'imposition de la taxe. On compare les années 1977 et 1994. Cette baisse est en grande partie une des raisons du long retard quant au remboursement de la dette. On a traîné avec cette dette longtemps et l'imposition de la taxe n'était pas suffisante. Plusieurs équipes sportives montréalaises y ont évolué, notamment les Alouettes et la Machine au football, l'Impact et le Manic au soccer et les Expos au baseball. Les Expos y sont restés jusqu'en 2004 et furent la dernière équipe sportive à y jouer régulièrement. Par contre, encore aujourd'hui, des événements sportifs de l'Impact et des Alouettes y ont lieu de temps en temps. Cependant, dans toute l'histoire du stade, il ne s'y est pas seulement déroulé des activités sportives. Des concerts et des salons d'exposition ont eu lieu dans le stade. Un des plus grands concerts que Montréal n'a jamais accueilli a eu lieu le 6 juillet 1977. Le groupe Pink Floyd, très populaire à l'époque, y a joué le concert avec la plus grande assistance de tous les temps au stade, soit 78 322 personnes. Tout cela a permis de rapporter d'autres revenus, en plus de ceux de la taxe. Aujourd'hui, le stade rapporte aussi quelques revenus au gouvernement du Québec par son exploitation, son centre sportif et son observatoire. Mais il est toujours déficitaire. Comme nous l'avons vu, le mât du stade n'a pu être prêt pour les Jeux. La Rio a décidé d'arrêter le travail alors que la tour mesurait 208 pieds. Le gouvernement a mis en place un moratoire, soit un arrêt temporel d'un travail. Après les Jeux, en 1979, le moratoire est relevé et les constructions continuent pour se finir en 1986. Enfin, 10 ans après les Jeux, on inaugure la tour de Montréal. Le mât est aujourd'hui la plus haute tour inclinée au monde et la tour présentant la plus grosse inclinaison de tous les temps. Le toit du stade a donné des gros mots de tête aux ingénieurs de la Rio. On n'a pas pu avoir de toit durant les Jeux olympiques étant donné tous les problèmes avec le mât,
car le toit devait être suspendu à la tour. Après l'annonce de la fin du moratoire, en 1984, la Rio signe un contrat avec la filiale Socodec pour la fin de la réalisation des structures. En 1987, un toit mobile est posé sur le dessus du stade. Par contre, en 1991, en raison de vents très violents, le toit déchirera et obligera la Rio à embaucher un nouveau consortium, Birder RSW, pour la construction du prochain toit en 1987. Leur idée est de le refaire en fibre de verre et il sera soutenu par des câbles d'acier qui se rendent jusqu'au mât. Cependant, 2 ans plus tard, à la suite d'accumulation de neige sur le toit, un panneau cédera et s'effondrera sur le salon de la voiture. On a fait des réparations et aujourd'hui on tente d'en faire un autre. En effet, en juin 2010, la firme de génie conseil Dessau a présenté un nouveau toit. Celui-ci serait capable de se fermer et de s'ouvrir à l'aide de contrepoids. Voici quelques-uns des avantages de ce nouveau concept. Nous en parlons avec un spécialiste de Dessau. Notre nouveau projet peut supporter une grande quantité de neige, environ plus de 4000 tonnes métriques. C'est un point très important pour la Rio. Il permet aussi d'éviter une sursollicitation du réseau électrique, comme à Toronto, et il augmente la résistance de la structure du stade de 40% au séisme. Finalement, il n'y a pas de complicité tant qu'au système de contrôle. Durant les 15 années précédant les Jeux, Jean Drapeau aura créé une véritable effervescence dans la ville de Montréal. Pensons au métro de Montréal, la place des Arts, l'Expo 67. La ville est 3e en taille en Amérique du Nord. Cependant, la construction du stade aura été un véritable chaos. Coûts exorbitants, luxe inutile, retard important, bref, une période creuse de l'histoire des Jeux, comme le conclura le commissaire Malouf dans son rapport. Cependant, l'administration du maire Drapeau a sauvé la mise grâce à des Jeux époustouflants réussis sous toutes les coutures. Enfin, l'ère post-olympique aura été le calme après la tempête. Malgré tout, on aura maintenu le stade en vie grâce aux nombreuses concessions sportives et aux salons d'exposition. On a terminé la construction du mât et du toit. Aujourd'hui, cependant, le stade est inutilisé. À quand un grand projet novateur pour nous permettre de profiter d'un stade qui était promis à une grande destinée? Immuable tel le roc de Gibraltar, un joyau d'architecture moderne bravant séismes et avatars, toujours debout et colossal au milieu des ruines du monde, jamais ébranlé une seule seconde. Le Stade olympique de Montréal. C'est dans ce glorieux bâtiment qu'ils fondèrent la Nouvelle-Ithaque. Ils survivaient en se nourrissant.